Ravi de vous retrouver, Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. À la une ce soir, baisse des conditions tarifaires de la Sénélec en vue. Le DG de la Sénélec rassure les consommateurs. Sophie Gladima, ministre de tutelle, quant à elle, invite la Société nationale d'électricité du Sénégal à se mettre aux normes pour la satisfaction des clients. Menace de grève du SAEMS quelques jours après la rentrée des classes. Le non-respect de certains points du protocole d'accord de 2018 par l'État du Sénégal à l'origine de cette grogne. Les pêcheurs de Soumbédioune rament à contre-courant de l'interdiction d'aller en mer à cause de la maladie mystérieuse. Ils avancent ne pas avoir d'autres moyens de subsistance. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement. Bienvenue à tous. Les assurances du directeur de la Sénélec, Pape Demba Bitèye, étaient aux côtés de la Fédération des associations des consommateurs autour de la révision des conditions tarifaires de la Sénélec. Il s'engage à apporter des réponses aux attentes des consommateurs, notamment sur une électrification universelle et l'amélioration de la qualité de service. Mme Abdougué Kassé. La Sénélec s'est résolument engagée à satisfaire les doléances des Sénégalais qui n'admettent plus les coupures intempestives d'électricité. Les délestages qui étaient liés au manque de production aujourd'hui sont complètement résorbés. Et donc les clients à l'époque qui acceptaient 8 heures de coupure parce qu'il n'y en avait pas, et les clients demandaient simplement à Sénélec, il nous faut un programme de délestage. Aujourd'hui, quand les clients appellent, Monsieur le directeur général, j'ai été coupé, j'ai eu 10 minutes de coupure. Nous en sommes conscients. Maintenant, c'est pour dire qu'on a réglé le problème de la disponibilité de l'énergie. Maintenant, ce que nous devons faire ensemble, c'est de pouvoir régler le problème du dernier kilomètre qui permet aux clients de disposer de l'électricité conformément aux standards les plus élevés. La Société nationale entend faire fonctionner ses centrales avec du gaz au coût plus abordable. Un discours qui concorde avec celui du président de la Fédération sénégalaise des associations de consommateurs. Imam Youssoufa Sarr exige de la Sénélec l'amélioration de la qualité de service et l'atteinte de l'électrification universelle. Nous savons que pas mal de Sénégalais ne peuvent pas vous présenter une facture d'électricité parce qu'ils n'ont pas d'électricité. Nous pensons qu'il faut encore investir pour arriver à l'électrification universelle. C'est ça qui va régler les problèmes et maintenant au moindre coût. Et nous les encourageons aussi à faire de telle sorte à sauvegarder et à améliorer l'équilibre financier de Sénélec pour lui permettre de faire son travail. Les conditions tarifaires de la Sénélec sont révisées tous les 3 ans. La base tarifaire prochaine de la Sénélec ne connaîtrait de hausse qu'en cas d'inflation, d'après le président de la commission de régulation du secteur de l'électricité. Le tout nouveau ministre du Pétrole invite la Sénélec à se conformer davantage aux normes pour la satisfaction des clients. Sophie Gladima a annoncé à l'occasion une baisse à venir du coût de l'électricité grâce à l'exploitation prochaine du pétrole et du gaz. Sophie Gladima, Sibi et au micro de Mme Abdougué Kassé et Seydina Mbaye. Je voudrais rappeler que les obligations d'électrification fixées à la Sénélec entrent dans le cadre de notre stratégie d'accès universel à l'électricité en 2025, pour laquelle il est attendu de Sénélec une contribution significative afin de rehausser le taux d'électrification du pays et corriger, au niveau de son périmètre, les déséquilibres entre les régions et départements. Je saisis cette occasion pour demander à la Sénélec de veiller à l'atteinte des obligations d'électrification et au respect des normes fixées, d'autant plus qu'en cas de non-respect de certaines normes, il est appliqué des incitations contractuelles sous forme de pénalités, mais également de paiement à l'abonné ayant subi le préjudice en question, suivant son mode d'abonnement, post-paiement ou pré-paiement. Les éléments suivants sont à souligner. La stratégie Gaz to Power avec l'exploitation prochaine de nos ressources gazières pour baisser les coûts de production de l'électricité, la mise en œuvre du second compact du MCA consacré à l'électricité avec une feuille de route validée par l'État,
la préparation de l'accès des tiers au réseau qui requiert la séparation des activités de Sénélec, l'objectif de l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2025, l'extension du périmètre rural de la Sénélec, l'élargissement du réseau interconnecté dans les parties sud et est du pays. Année scolaire 2020-2021, le SAEMS menace d'aller en grève une semaine après l'ouverture des classes. Le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal déplore l'immobilisme selon ses membres de l'État face à certains points du protocole d'accord signé le 30 avril 2018. Le SAEMS faisait face à la presse un compte-rendu de Adama Sarr. Une semaine après la rentrée des classes, le syndicat autonome des enseignants du moyen et secondaire du Sénégal monte déjà au créneau. Le SAEMS déplore l'immobilisme, selon ses termes, du gouvernement face à certains points du protocole d'accord signé le 30 avril 2018. Il s'agit, entre autres, de la mise en place d'un système de rémunération juste et équitable entre les agents de la fonction publique sénégalaise. Et là, j'ai rappelé tout simplement l'engagement du chef de l'État. Les corrections à apporter sur les surimpositions notées injustement sur les salaires. La dématérialisation complète des procédures pour éradiquer de façon définitive les lenteurs administratives. Les questions de bonne gouvernance, telles que le relèvement des quotas des passerelles professionnelles, des mises en position des stages, la création du corps des administrateurs scolaires. Les nouvelles questions comme l'allongement de l'âge de la retraite et l'automaticité de la pension de la retraite dès la suspension du salaire. Ainsi, il menace d'aller en grève. Nous avons déposé en décembre 2019, c'était pour l'année scolaire 2019-2020. Et non seulement n'avons pas reçu un accusé de réception, encore moins de discussion avec le gouvernement du Sénégal. À partir de ce moment, nous sommes aujourd'hui en mesure de dérouler des activités de grève. Sur le contentieux qui oppose les parents d'élèves et les écoles privées, le syndicat autonome des enseignants du moyen et secondaire du Sénégal demande l'arbitrage de l'État. Nous n'accepterons pas qu'on laisse les parents avec les écoles privées. Il faut que le gouvernement arbitre aussi cette situation. C'est au ministre de l'Éducation de prendre une circulaire pour dire clairement ce qui doit se passer. Le SAEMS lance un appel aux enseignants et aux élèves. Il préconise plus de vigilance et le strict respect des règles d'hygiène pour éviter la propagation de la COVID-19 au sein de l'école sénégalaise. Idrissa Seck à la tête du Conseil économique, social et environnemental, aucun enjeu aux yeux du secrétaire général adjoint de la LD Debout. Pape Sarr est convaincu que le CSE ne réglera pas le problème des Sénégalais. Pour lui, les membres du CSE ne sont là que pour produire des rapports. Par ailleurs, il dénonce avec la dernière énergie les ressources allouées au CSE, au HCCT et à l'Assemblée nationale. Ces propos sont recueillis par Adama Sarr. Idrissa Seck soit nommé président du Conseil économique, social et environnemental, il n'y a aucun enjeu. Celui qui veut contribuer à résoudre les problèmes du Sénégal, le Conseil économique et social n'est pas sa destination, ce n'est pas la bonne destination. Le Conseil économique, social et environnemental, c'est plutôt un mangeoire. Il y a des milliards de francs du pauvre contribuable à consommer. Tout ce qu'on vous demande, la seule exigence qui est posée, c'est de produire des rapports. Et dans ces rapports, il y a des avis à rendre à la nation. Le Conseil économique et social constitue aujourd'hui, avec l'Assemblée nationale qui est confiée à Moustapha Niasse, le HCCT qui était confié à Tanor, paix à son âme, et maintenant à Aminata Mbengue Ndiaye, la commission du dialogue des territoires, tout ça c'est des institutions qui coûtent plus de 30 milliards de nos francs aux contribuables et qui ne servent absolument à rien à part d'avoir la triste réputation d'être des repères pour des politiciens inutiles, pour des légitimités sociales, mais paresseuses, qui ne sont d'aucune utilité pour le pays. Les enjeux de ce pays sont ailleurs.
Et c'est pourquoi nous, à la LD Debout, nous restons concentrés sur les problématiques fondamentales, sur les enjeux fondamentaux du Sénégal et des Sénégalais. Ouvre un chapitre sur cette maladie mystérieuse découverte à Thiaroye-sur-Mer. À Soumbédioune, les pêcheurs vont toujours en mer malgré l'interdiction. Ils soutiennent ne pas avoir d'autre choix pour subvenir à leurs besoins. Boubacar Dia et Moustapha Gueye étaient à Soumbédioune et voici leur reportage. Du haut de cette pirogue, ce charognard scrute la berge à la recherche de nourriture. Sous les cases, pêcheurs, gargotières et écailleuses de poissons discutent de la mystérieuse maladie qui touche les pêcheurs de Thiaroye-sur-Mer. D'après ces pêcheurs d'une vingtaine d'années, les hommes de la mer de Soumbédioune partent toujours en mer. Ici à Soumbédioune, nous partons toujours en mer. Nous ne sommes pas au courant de l'interdiction. Comme vous pouvez le constater, il y a certains camarades qui sont allés pêcher. Le président de l'UNAPAS de Soumbédioune affirme qu'il est impensable pour un pêcheur de rester des jours sans travailler. Vous vous imaginez une journée morte pour un pêcheur? C'est inadmissible. Si nous ne partons pas en mer, ce sera vraiment dur pour nous. Même s'ils vont toujours en mer, la maladie, jusque-là inconnue, impacte le revenu. Hier, il était presque impossible de vendre notre poisson et c'est à cause des informations disant qu'il faut éviter de consommer les produits halieutiques. Plus de 300 pêcheurs sont infectés par une maladie dont l'origine reste méconnue. En attendant d'y voir plus clair, à Soumbédioune, les pêcheurs affûtent leurs hameçons. Certains reviennent de la mer et se préparent déjà à y retourner à la nuit tombée. Boubacar Dia, la maladie mystérieuse étend ses tentacules. 4 cas ont été découverts hier à Anne. L'écologiste et sentinelle de la baie de Anne, Mbacké Seck, appelle la direction de la protection civile, la direction de l'environnement et des établissements classés et les autres services concernés à enrayer la maladie avant qu'il ne soit tard. Mbacké Seck, par ailleurs membre de Réumi, demande aux autorités de mettre en œuvre des mesures conservatoires à l'endroit des pêcheurs. Il est interrogé par Adam Massar. Nos côtes sont des ressources importantes pour le Sénégal. Nous sommes scandalisés récemment à cause des accords de pêche. Mais aujourd'hui, ce qui affecte les pêcheurs sénégalais sur une distance de plus de 100 km, de Joal à Anne, parce qu'à Anne nous avons eu 4 cas hier, doivent faire nécessairement intervenir la direction de la protection civile, la direction de l'environnement et des établissements classés. Tous les grands services doivent se mettre ensemble pour déterminer la cause du mal, faire une triangulation de la zone dans laquelle tous les pêcheurs sont aujourd'hui affectés par des maladies cutanées et voir les solutions. Les solutions, c'est enrayer la maladie. Parce que quand 200, 300 personnes sont affectées par un mal non identifié, dont la provenance n'est pas identifiée, c'est un problème de santé publique qui se pose. Et à chaque fois que des acteurs professionnels tels que les pêcheurs, parce que la pêche aujourd'hui polarise plus de 600 000 personnes. Si des membres de cette communauté des maires sont affectés, il importe que le gouvernement prenne des mesures draconiennes pour limiter l'épidémie, voir les causes et sanctionner ceux qui en sont à l'origine. Parce que ils sont exposés à des vapeurs toxiques qu'ils ont trouvées dans leur lieu de pêche. C'est important qu'au niveau du gouvernement, que des mesures draconiennes soient prises pour les soigner, pour les aider, parce qu'ils vont rester plusieurs jours sans aller en mer, avec un manque de ressources. De la même façon qu'on vienne en aide aux éleveurs lorsqu'il y a des problèmes de pâturage et de nourriture du bétail, il faudrait que ces pêcheurs qui ne vont plus en mer, pour notre sécurité, parce que quand leurs peaux sont exposées et qu'ils deviennent malades, le poisson qu'ils prennent aussi peut être source de la même maladie. Donc ils ne vont pas en mer, il faudrait qu'on pense à des mesures conservatoires pour les aider à passer cette période difficile. Le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, en compagnie de ses homologues de la santé et de l'environnement, ont rendu visite aux malades pris en charge au stade Ngalandou Diouf. Certains commencent à regagner leur domicile. Sur l'origine de la maladie, le ministre de l'Environnement a fait savoir que des algues sont suspectées. Babacar Seck.
Les ministres de la Santé, de l'Environnement, des Pêches et de l'Économie maritime sont venus au chevet des malades du stade Ngalandou Diouf. Celui de la pêche s'est réjoui de l'efficacité de la prise en charge des patients par les autorités sanitaires. Nous confirmons une prompte réactitude du ministère de la Santé avec toutes ses équipes et le professionnalisme des médecins nous ont permis tout de suite d'isoler ces malades et de les prendre en traitement avec des résultats probants parce qu'au bout de 2 jours, je crois, certains sont rentrés chez eux. Donc cela est rassurant. En tout cas, être aux côtés de tous les acteurs qui sont touchés par cela. Ça a été rappelé, c'est un type de pêche qui est concerné, c'est tous ceux qui ont les monofilaments. Donc cela aussi, ce sont des orientations quant aux recherches qui sont en train d'être faites, notamment les prélèvements qui sont faits. Voilà, remercier les acteurs qui sont là et tous ceux qui ont soutenu ces jeunes, qui sont nos enfants, nos neveux. La peste virale écartée, les soupçons se portent vers des algues qui prolifèrent dans les zones de provenance des malades. Nous avons des soupçons assez forts concernant l'origine algale. Mais c'est des choses qu'il va falloir confirmer ou infirmer, bien sûr avec les analyses qui sont actuellement en cours au niveau du laboratoire que nous avons retenu et dont j'ai dit tout à l'heure, qui va dans les prochaines heures nous donner les résultats. Sur le site de Ngalandou Diouf, certains malades vont rentrer chez eux et les résultats des analyses seront connus d'ici peu, selon le ministre de l'Environnement. Et pour fermer ce chapitre consacré à la maladie mystérieuse, sachez que la consommation du poisson ne représente aucun danger. Les analyses effectuées sur le produit ne représentent aucune anomalie, selon l'inspecteur régional des pêches de Dakar, qui a confirmé que la maladie n'était pas contagieuse. Ismaël Ndiaye est au micro de Babacar Seck. Pour la contamination, jusqu'à l'heure où je vous parle, il n'y a pas eu de déclaration concernant des causes provenant de la consommation du poisson. L'eau est analysée, les algues suspectées sont analysées et le poisson dans la zone de pêche suspectée est analysé et on attend les résultats. Les voisins, les parents les plus proches des malades sont sains. Donc, raison pour laquelle je vous rassure aussi qu'il n'y a pas de contamination. Et des tests l'ont confirmé pour le moment. Donc, raison de plus, je vous demande d'être serein parce qu'il y a beaucoup de questions concernant la consommation du poisson. Je vous dis qu'il n'y a pas de problème. On peut bien consommer le poisson. Il n'y a pas de problème. On peut bien côtoyer les malades, les rassurer, il n'y a pas de problème. Donc, la situation est maîtrisée, le temps de voir les résultats pour donner d'autres orientations. La section féminine de l'Association nationale des personnes handicapées du Sénégal, déterminée à défendre les droits de ses membres, la Convention des droits des personnes handicapées associées aux ODD, a été revisitée lors d'un atelier, un compte-rendu de Mamadou Lamine Fati. La Convention relative aux droits des personnes handicapées et les ODD, revue par l'Association nationale des personnes handicapées du Sénégal, pour mieux informer leurs membres de leurs droits. Le projet consiste à faire la vulgarisation des articles de la Convention même, qui nous permet de définir nos droits dans toutes les activités de la vie. Par exemple, il y a l'éducation, il y a l'aménagement, il y a aussi l'implication politique qui concerne aussi bien les personnes handicapées, parce que nous sommes déjà citoyens à part entière avant d'être handicapés. Il y a beaucoup d'articles. Bon, ça nous permet de résoudre le problème des droits. L'application tardive de la loi d'orientation sociale, la discrimination, le manque de suivi des droits des personnes handicapées. Autant de problèmes que la section féminine des personnes handicapées de Guédiawaye veut éradiquer. Nous avons un problème de suivi de la convention. Parce que quand on met une convention sur place, je pense que c'est tout concerné de faire appel à l'État pour l'application de ces droits. Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de problèmes. Il y a le problème de suivi, il y a le problème des handicapés qui ne connaissent pas leurs droits, il y a le problème aussi de la discrimination. Bon, il y a
beaucoup de contraintes environnementales. Pour accompagner la section féminine de l'Association des personnes handicapées, le Centre d'études et de coopération internationale a mis sur la table une enveloppe de 24 millions pour booster le leadership féminin. Surtout de toutes les parties prenantes, de toutes les organisations de femmes, qui prend en compte également leur renforcement institutionnel, qui prend en compte leur accompagnement pour qu'elles puissent offrir de meilleurs services et surtout qui prend en compte un plaidoyer qui devrait se faire ensemble avec une stratégie définie et dans un processus vraiment inclusif et participatif. Les femmes de l'Association nationale des personnes handicapées ne veulent plus être en reste. Elles élèvent la voix pour revendiquer leurs droits à travers le leadership des femmes handicapées. L'actualité, c'est également la Journée internationale des droits de l'enfant célébrée ce vendredi 20 novembre au Sénégal. Certains droits primaires, élémentaires sont encore négligés. L'errance des enfants dans la rue reste une problématique préoccupante. Aïssatou Jack et Cheikh Diop. Cette journée consacrée aux droits de l'enfant vise à promouvoir le respect et les droits des enfants. Certains parents ont tendance consciemment ou inconsciemment à passer outre. Moi, je trouve qu'il faut vraiment être irresponsable pour ne pas prendre en charge son enfant parce que nos parents nous ont bien éduqués, ils ont tout fait pour nous, donc nous devions faire de même pour nos enfants. Je dis que mes enfants, moi-même, personne ne le fera à ma place. Je demande aux parents de bien s'occuper de leurs enfants. L'enfant est précieux. Il y en a de ces pères ou mères de famille qui ne contrôlent même pas leurs enfants et ça, c'est très grave. Les enfants ont le droit d'être protégés car ils sont l'avenir. On doit tout partager avec nos enfants. Moi, je ne travaille que pour eux. Je me décarcasse tous les jours. J'essaie tout le temps de les mettre dans de bonnes conditions. Récemment, on a vu un parent amener son fils en Espagne avec les pirogues de la mort. L'État doit veiller à la protection des enfants. Moi, je demande surtout aux mamans de bien veiller à l'éducation de leurs enfants afin qu'ils puissent réussir et nous soutenir en retour. Le manque de moyens est parfois à l'origine de ce constat. Parce que généralement, chaque parent veut que son enfant soit éduqué. Les voir dans la rue, il faut chercher les causes. Les causes, elles sont multiples. Souvent, il y a des parents, ils sont irresponsables. Ça existe, mais il y a des parents aussi qui n'ont pas les moyens nécessaires pour mettre les enfants à l'école. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est-à-dire que c'est de les sensibiliser. L'État doit prendre en charge l'éducation des enfants. Nos gouvernants peuvent prendre, c'est-à-dire que l'éducation des enfants en priorité soit subventionnée. C'est-à-dire que l'éducation pour tous, c'est-à-dire que jusqu'à un certain niveau d'éducation, peut-être de la première année jusqu'à la 6e année, je ne sais pas si c'est le CM1 et si le CM2, je ne sais pas. Donc, avec ça, si le gouvernement fait ça, je pense que beaucoup d'enfants ne seront pas dans la rue. Et ça, c'est le rôle régalien de l'État, c'est-à-dire que pour éduquer les enfants. Les parents doivent bien s'occuper d'eux, car l'avenir de la nation repose sur les enfants. D'après nos interlocuteurs, l'État doit faire de l'éducation des enfants une priorité. Diourbel, 11 km de routes bitumées dans le cadre de la première phase du programme de modernisation des villes. Selon le ministre du Développement, de l'Équité sociale et territoriale, l'État s'est engagé à réduire les disparités sociales. À cet effet, plus de 6 milliards ont été injectés dans la commune de Diourbel pour faciliter la circulation urbaine. Correspondance à Diourbel, Gourandaklo et Tchernofay. Financé à hauteur de 6,319 milliards de francs CFA par l'État du Sénégal et la Banque africaine de développement, Diourbel inaugure la phase 1 du programme de modernisation des villes avec des voiries publiques flambant neuves. Le ministre du Développement communautaire, de l'Équité sociale et territoriale s'engage à réduire les disparités sociales. La commune de Diourbel a été très bien servie. Chers invités, population de Diourbel,
choisi à cause de son déficit en infrastructures routières modernes de qualité et de son positionnement stratégique, la capitale régionale de Diourbel a, sur instruction de son Excellence, le Président de la République, bénéficié de la phase pilote et de la phase 1 de Promoville pour un linéaire total de 11,63 km de voirie neuve, assainie et éclairée pour un montant de 6,319 milliards. Samba Ndiobenka d'ajouter que l'éclairage public et l'assainissement sont aussi pris en compte dans cette première phase. C'est une grande fierté que l'on constate que toutes les infrastructures réalisées à Diourbel contribuent de manière significative à l'amélioration de la mobilité urbaine et des conditions de vie des populations. En plus de la voirie neuve, moderne et de ses dépendances, à savoir l'assainissement et l'éclairage public, le Promoville a aussi, dans le cadre du renforcement de l'employabilité des jeunes, formé 86 jeunes au métier des bâtiments et travaux publics. À cette occasion, le maire de la ville de Diourbel magnifie l'engagement du chef de l'État qui, selon lui, a tenu ses promesses. Seul le développement de Diourbel compte pour moi, raison pour laquelle, quand le président de la République m'a reçu en audience, je lui ai demandé de s'occuper uniquement de Diourbel. Je n'ai pas voulu de portefeuille dans le gouvernement, car seul Diourbel compte pour moi. Plus de 10 km de routes entièrement bitumées ont été réalisés dans la capitale du Baol par le programme de modernisation des villes qui a d'ailleurs respecté les délais d'exécution de ce projet tant attendu par les Diourbellois. Coronavirus. À présent, le Sénégal a enregistré 3 nouvelles contaminations à la COVID-19 sur 794 tests. Un décès malheureusement enregistré ce jour. 2 cas graves sont actuellement admis en réanimation et 12 autres contrôlés négatifs, donc guéris. ITV pour vos informations. Je vous retrouve demain pour une autre édition du soir. À suivre tout de suite la semaine du Burkina Faso. Hassan Gueye se penche sur l'économie du pays des hommes intègres. Bonsoir.